Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation de JSONex 4.0. Donc, comme d'habitude, quand vous ouvrez une nouvelle version, vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche avec les améliorations. Et puis là, je voulais faire la présentation en vidéo, mais vous aurez peut-être déjà remarqué quelque chose, hein, c'est que l'interface a été revue, plus jolie, j'espère, plus moderne et surtout plus claire. Donc on va voir ça tout de suite en vidéo. Et je vais pour ça passer ici, sélectionner un fichier et vous montrer la nouvelle interface de configuration que j'ai essayé de faire plus claire, notamment pour les nouveaux utilisateurs. Donc les anciens vont peut-être mettre un petit peu de temps à s'y habituer, mais ça devrait être assez rapide. Et puis pour les nouveaux, j'espère que ça sera plus facile de comprendre ce qui se passe. Notamment parce que j'ai rajouté ici toutes les petites infobules un petit peu partout qui vous permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc si vous êtes nouveau dans JSONex, première utilisation, vous n'avez pour ainsi dire qu'à comprendre ce premier onglet et puis les deux petits boutons qui sont là et ça suffit. Donc pour les anciens, par contre, vous savez que vous aviez en fait trois boutons de traitement. Vous aviez mode rapide, vous aviez le mode complet et puis un mode personnalisé. Donc ça a disparu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc mode rapide, c'est simplement, ça va vous permettre de générer deux images, on va dire, hein, une image brute et une image reconstruite avec la correction géométrique. Et donc ça permet d'aller assez vite et de vérifier si votre disque est bien rond, si vous avez le focus correct, etc. etc. Et puis le mode complet, là, vous demandez à JSONex de générer toutes les images qu'il est capable de générer. Donc image Doppler, image inversée, la grille d'orientation, etc., etc. Donc ça n'a disparu, c'est les deux boutons qui sont ici. Et puis après on verra que dans cette sélection là vous avez la possibilité de faire autre chose. Mais donc pour l'instant on va regarder les paramètres principaux. Et donc ici pas grand chose de nouveau si ce n'est que dans la liste des longueurs d'onde que vous pouvez sélectionner maintenant, vous n'avez plus que les longueurs d'onde qui sont en absorption. Donc ça c'est quelque chose que j'ai changé parce que j'ai remarqué que plusieurs fois des utilisateurs s'étaient trompés. C'est un petit peu de ma faute, hein, puisque dedans j'avais par exemple Helium. Donc les utilisateurs se disaient bah tiens j'ai fait une observation en Helium, et donc je suis allé faire ma fenêtre de capture, j'ai marré Helium, j'ai sélectionné Helium et JSONex ne me sort pas l'image Helium comme il devrait. Pourquoi? Et en fait, ce qui se passait, c'est tout simplement que pour JSONex, ce que vous observez, c'est pas une raie Helium, c'est une raie fer ou c'est une raie sodium, puisque JSONex détecte des raies en absorption. Donc dans votre fenêtre de capture, vous avez une raie en absorption, qui est souvent la raie fer ou la raie sodium SOD2. Et donc maintenant, vous n'avez plus la raie Helium dans cette liste-là. Elle est toujours disponible ici dans la liste complète, mais cette fois-ci, elle est indiquée comme étant en émission. Et donc la raison pour laquelle on l'a toujours, hein, c'est parce que ça sert pour la colorisation automatique. Quand on va générer l'image Helium, les paramètres de colorisation dépendent de la longueur d'onde ou de la courbe des couleurs que vous aurez choisi. Mais vous ne pouvez plus sélectionner Helium ici, puisque de toute façon, Helium, jamais ça ne correspondra à une raie que va détecter JSONex. JSONex détecte uniquement des raies en absorption. Donc ça, voilà, premier changement. Donc je vous conseille de laisser en note de détection, et si jamais, pour une raison X ou Y, il n'arrive pas à détecter, par exemple, que vous étiez sur un raie calcium, K, ou ce qui peut arriver assez souvent s'il y a des réflexions, ou vous êtes sur voilà, une raie magnésium, j'en sais rien, vous pouvez sélectionner à la main si jamais ça ne marche pas. Ensuite, hein, ça n'a pas changé, vous avez les valeurs de décalage de pixels, donc 0 ça veut dire qu'on reste bien au centre de l'arrêt, puis après on peut se décaler. On peut aller un petit peu sur les ailes de l'arrêt, donc là si par exemple je sélectionne 1, eh bien je me décale, et je me décale en l'occurrence de 0,13 angstrom. Donc maintenant, nouveauté, vous avez ça qui vous dit la correspondance en angstrom. Autre chose, si vous souhaitez avoir plusieurs images générées, vous pouvez les séparer ici par des points-virgules. Donc si je mets 0 et 5, ça va me générer une image à 0 et une image à 0,66 angstrom. Donc là, dans mon cas, je vais juste garder mon image à 0, ça me suffit. Le décalage, donc pour être sur les ailes de raie en Doppler,
Donc c'est important de ne pas être trop loin, donc 0,40 c'est pas mal. Et puis là où on va chercher le continuum, donc là on voit qu'on se décale en gros de 2 angstroms pour aller chercher le continuum. Ensuite, vous avez tout ce qui va se lier à l'orientation. Donc l'orientation, ici, c'est 2 cases qui sont ici. Vous pouvez avoir les changer donc, suivant comment vous avez installé votre Solex, votre spectro. Donc, et puis souvent, suivant l'orientation du scan. Donc si c'est est-ouest, ouest-est, ou dans l'autre sens, si vous scannez en déclinaison, ça va être nord-sud, etc. Donc là, vous avez les inversions possibles, le rognage automatique, et puis vous avez possibilité de faire une rotation si jamais il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment les paramètres de base. Pour faire les premiers essais, c'est largement suffisant de se contenter de ces paramètres-là, et puis de lancer soit un mode rapide, soit un mode traitement complet. Ensuite, on va passer aux paramètres d'amélioration de l'image. Donc là, j'ai mis sur un seul onglet tout ce qui va jouer en gros sur les aspects esthétiques. Donc dans les aspects esthétiques, vous savez que JSOLEX vous génère une image dite brute, où en fait c'est l'image qui est sortie directement, mais avec on va faire une petite quand même correction géométrique. Et puis il n'y aura pas par contre d'amélioration de contraste, donc ça va être vraiment ce que sort donc directement la sortie de votre caméra. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir une image qui est dite traitée et qui elle va faire de l'amélioration de contraste. Donc là vous avez possibilité de choisir la technique d'amélioration, soit Clay, soit JSOLEX, de jouer sur les paramètres. Ici c'est la correction de bande ou transversalium, c'est la même chose. Donc là vous avez possibilité de changer les paramètres comme avant, mais sauf que je pense que c'est plus clair la façon dont c'est organisé que comme c'était avant. Donc là c'est pareil, quand je sélectionne ici, vous voyez que vous n'avez plus que les paramètres qui correspondent à cette technique qui s'affichent. Plus simple, c'est pareil, si je décide d'activer l'amplification des protubérances, et bien là, uniquement à ce moment-là, je vais avoir ce paramètre qui va s'afficher. Donc j'espère que c'est plus facile à comprendre et un peu plus clair. Derrière, donc toujours dans l'amélioration de l'image, vous pouvez toujours appliquer une déconvolution, ou si vous l'aviez pas vu, vous avez soit du sharpening en anglais, donc une accentuation avec un kernel, soit un masque flou. Ce que moi je vous conseille d'utiliser, le masque flou marche plutôt pas mal. Donc ça permet de bien améliorer l'image au niveau du contraste, c'est assez sympathique. Et puis donc évidemment la correction de vignettage, si vous utilisez par exemple le SHG 700, c'est vraiment intéressant d'utiliser le flat artificiel, par exemple si vous allez jusqu'à 500-600 de focale, et puis au-dessus vous pouvez utiliser les flats physiques même, tout simplement. Correction des bords dentelés, toujours expérimental, que vous pouvez sélectionner ici, donc on est bien ici sur uniquement des paramètres de type amélioration de l'image. Ensuite on passe au détail d'observation, et là ça va être plus intéressant si par exemple pour la grille d'orientation où on affiche tous les détails techniques, qui a fait l'observation, avec quel instrument, etc. etc. Eh bien c'est ici que ça se passe. Donc là votre nom, adresse email, la date d'observation est prise automatiquement en partant du fichier SER, donc normalement vous n'avez pas à y toucher. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de sélectionner correctement l'instrument, donc le spectro que vous avez utilisé. Donc là, moi je suis sur un SHG 700 avec une fente de 10 mm. Je pourrais choisir Solex, etc. Et puis si je fais choisir ici, vous avez la possibilité toujours d'ajouter les vôtres. Donc si vous avez un spectro personnalisé, et vous faites le petit plus, et puis il va renseigner tous ces paramètres. Donc là, si je vais par exemple sur celui-ci, que j'ai sélectionné, on a la longueur de focale de caméra, du collimateur, l'angle, la densité du réseau, la largeur de la fente en microns, donc c'est une fente de 7 microns, mais par contre qui est assez longue puisqu'elle fait ici 10 mm. Sur la version de base, on est à 7 mm pour 7 microns. Donc moi j'ai utilisé cette fente là. Donc je sélectionne. Et puis ici, donc sur les télescopes, vous avez des champs supplémentaires que vous pouvez renseigner. Donc le diaphragme et puis le RF, donc le type de filtre en entrée. Donc là par exemple si c'est un filtre ND, je mettrai ND16.
Donc là je suis sur un SAG 700, donc il n'y a pas besoin de filtre, donc on travaille vraiment à pleine ouverture, sans filtre, donc j'en ai pas. Mais quand on choisit ici, ça va recopier les informations tout simplement ici. Et donc je vous le répète toujours, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers, mais vous avez aussi la possibilité ici de changer la taille des pixels, et c'est important, puisque là, si vous voyez, je vais dans les paramètres de traitement. Ici, vous avez les angstroms qui sont calculés, donc ils sont calculés en fonction de la dispersion, et la dispersion dépend de votre instrument. Donc ça dépend du spectro, et ça dépend de la taille des pixels. Donc, extrêmement intéressant de choisir le bon instrument, et la bonne taille des pixels, parce que si par exemple je mets des pixels de 2,9, eh bien ça va changer ici la dispersion. Donc vous imaginez bien que pour certaines images où JSOLEX typiquement va essayer de trouver tout seul, par exemple où est l'arrêt hélium, et bien si ces informations instruments et taille des pixels ne sont pas bien renseignées, il n'y arrivera pas tout simplement. Donc il va vous générer une image qui ne sera pas bonne. Parce que le décalage, la dispersion, donc le nombre de pixels sur lequel il doit se décaler pour tomber sur votre ray ne sera pas correct. Donc après vous avez toujours la possibilité de mettre vos coordonnées géographiques, ça n'a pas changé. Donc là voilà les trois principaux onglets sur lesquels vous avez travaillé. Ensuite, la sélection d'images. Donc avant je vous ai dit il y avait un troisième bouton, et si on voulait des images personnalisées, il fallait cliquer sur ce bouton et puis sélectionner ces images. Donc ici en fait vous avez la possibilité d'en rajouter, et donc si par exemple je sélectionne Continuum en plus, eh bien j'ai le mode rapide qui s'est activé, le mode traitement complet qui s'est activé, donc ça ne change pas, ces deux boutons vont lancer le mode rapide et le mode complet, mais maintenant j'ai ma sélection. Donc là ça va sélectionner ces images et uniquement ces images, si je clique sur ce bouton. Donc je peux le faire ici, donc là comme j'ai sélectionné Continuum, maintenant je vais avoir l'image qui est améliorée au niveau du contraste, mais je l'ai aussi avec le Continuum, tout simplement. Donc je peux revenir ici, et c'est parce que j'ai sélectionné cette image là. Donc je peux repasser sur des sélections de base, donc par exemple vous voyez que si le mode ici équivalent au mode traitement complet, ça sélectionne toutes les images possibles. Mode rapide, c'est uniquement ces quatre là. Et donc avant, si vous vouliez utiliser des scripts JSOLEX, donc pour pouvoir générer d'autres images, eh bien il fallait aller cliquer ici sur le mode personnalisé, puis sélectionner en haut, il y avait une petite liste déroulante où on pouvait sélectionner le mode ImageMap, cliquer sur un bouton et là on pouvait rajouter des scripts. Maintenant c'est simplifié, si vous voulez des scripts, c'est indépendant des images que vous sélectionnez, vous pouvez les charger ici. Donc là je peux aller dans charger un script, je sélectionne mon script, je fais OK, et maintenant il est dans la liste. Donc si je clique sur mode rapide, ça va ignorer mon script, puisque le mode rapide c'est uniquement ces images-là. Traitement complet, ça va ignorer mon script parce que j'ai ces images, voilà, c'est la sélection complète qui va être utilisée. Mais par contre, si je fais sélection, je vais avoir ces 4 images plus mes scripts. Et donc, pendant que je suis à vous expliquer les scripts, je rouvre ici pour montrer nouveauté ici. Donc, vous avez dans l'éditeur, par exemple, si je survole une fonction, ça vous dit ce qu'elle fait. Donc là, par exemple, A2PX, c'est calcule un nombre de pixels correspondant à une distance en angstrom. Donc là, je calcule quel est l'équivalent en pixels de 3,1 angstrom. Et donc après, je peux regarder, je survole image, donc IMG, ça renvoie une image reconstruite à un décalage de pixels spécifié. Donc comme là, ça renvoie un décalage de pixels, eh bien IMG, lui, va travailler sur le résultat de ça. Donc c'est assez intéressant si vous voulez essayer d'analyser un petit peu ce que font les scripts, hein. Toujours pareil, vous avez des scripts d'exemple qui sont listés ici. Essayez de comprendre ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Et puis autre chose qui est intéressante aussi dans cette nouvelle version, c'est vous pouvez écrire Toto égale et puis par exemple commencer à entrer des noms de fonctions et puis il vous propose celle qui commence par ça. Donc là j'en ai 3, j'ai autocrop, autocrop 2, et puis je peux cliquer, et puis donc là si je ferme ma parenthèse et que je vais dessus, hop, j'ai la documentation qui s'affiche. L'autre possibilité c'est ici
de faire un contrôle espace, et là il me propose uniquement un seul paramètre, qui est l'image. Donc là je pourrais dire image à 0. Ou alors, je peux faire une fonction où il y en a plusieurs. Donc là si je fais par exemple auto contraste, celle-ci, et bien je fais contrôle espace, et là on voit que celle-ci, il y a plusieurs paramètres possibles, donc l'image, le fond, produit stretch, et donc pareil, vous pouvez aller regarder la documentation pour comprendre ce que vous pouvez mettre, mais au moins vous avez la complétion qui s'affiche, donc ce qui peut être assez sympathique. Donc voilà, donc ça c'est une amélioration sur l'éditeur des scripts, on va dire. Donc là j'ai mon script qui est chargé, et si je fais sélection, ça va lancer tout ça. Donc pareil, si je fais effacer, et bien ce bouton va disparaître puisque je serai passé sur une sélection simplement de mode rapide. Donc là je vais effacer, pas besoin de regarder les scripts. Et puis on va passer à la section suivante qui est les paramètres de traitement avancés. Donc là j'ai regroupé dans cet onglet-là tous ceux qui sont moins fréquemment utilisés. Donc typiquement, forcer la valeur du tilt, forcer la valeur du rapport XY, ça c'est typiquement quand la détection échoue. Quand le logiciel va pas réussir à trouver correctement l'ellipse et voir si elle est bien orientée ou pas, ou voilà, on peut forcer ces rapports. C'est pas très utile, je l'ai utilisé quelques fois dans un cas très particulier, genre quand il y avait une éclipse partielle, et là c'était intéressant de pouvoir forcer le rapport XY, mais en règle générale il n'y en a pas besoin. Forcer le polynôme c'est pareil, c'est quand on va avoir une détection du polynôme, donc je clique ici pour vous montrer. Donc le polynôme va modéliser cette ligne verte qui correspond à la ligne qu'on souhaite étudier. Bon, si pour une raison X ou Y la détection n'est pas correcte, bien vous avez la possibilité d'aller vous-même placer des points. Donc là on clique simplement sur l'image. Voilà, j'en mets quelques-uns. Il faut en mettre celui-là pas très bon, mais bon c'est pas grave. Là pareil, et donc si je fais calculer, hop, ça permet de redresser. Donc parfois c'est assez sensible, hein. Je vais faire un reset, donc je vais reprendre. Mais donc là, si je calcule, je fais un double clic pour tout supprimer. Si je calcule un polynôme, hop, voilà, je fais calculer un polynôme. Soit je le copie ici, soit simplement je ferme, et là il est recopié automatiquement ici. Donc là j'en ai pas besoin, donc je décoche. Et donc là, donc, je vais revenir à ça, mais après vous avez la possibilité, hein, toujours pareil, le suréchantillonnage ça existait déjà, mais je vous déconseille fortement de cocher. Donc je vous invite à regarder la doc pour comprendre à quoi ça sert. Ça peut être utilisé plus souvent, donc c'est SunScan, donc le spectre est inversé par rapport à ce qu'on voit typiquement sur Solex, donc avec le rouge en haut et le bleu en bas, et donc il faut inverser le spectre pour que le sourire, le fameux sourire, soit dans le bon sens. Donc là on peut cocher ça. Et ici, donc cette case-là, c'est simplement pour vous dire, normalement, vous faites une vidéo qui est soit avec une caméra mono, soit avec une caméra couleur en monobine, et donc ça, a priori, vous avez toujours à cocher cette case-là. Ça permet de gagner du temps, en fait, temps de traitement, c'est aussi bête que ça. Ok, donc là je vais venir sur la détection d'ellipse. Donc là, si je fais un mode rapide, vous voyez que il va faire la reconstruction, après il détecte l'ellipse, et puis il me génère mon image, et donc l'image est parfaitement ronde. Ça, c'est quand tout se passe bien, mais parfois il y a des images où ça va pas bien se passer, pour une raison X ou Y, le disque solaire n'est pas bien détecté. Donc là, vous pouvez maintenant aller ici et passer dans détection ellipse assistée par l'utilisateur. Je clique, et maintenant ce qui va s'afficher, c'est une nouvelle interface qui nous permet d'aller nous-mêmes positionner des points là où on voit le bord solaire. Donc là, je peux rajouter des points, je peux faire un contrôle-clic pour supprimer des points, ou je peux cliquer et déplacer, et on voit que quand on déplace, on voit bien qu'ici, la reconstruction n'est pas bonne,
Donc il vaut mieux réinitialiser. Et donc ça vous permet simplement de gérer les cas où la détection n'est pas fofolle. Donc ça arrive par exemple quand vous avez des grosses protus qui sont visibles même en se décalant de quelques angstroms, comme c'est le cas ici, ou quand vous avez des disques partiels qui sont zoomés fortement, là c'est pareil, il peut y avoir des problèmes de détection. Ou les autres cas typiques, c'est quand il y a de la réflexion, donc des images parasites, et où le fond gêne dans la détection. Donc là par exemple dans le calcium ça arrive assez souvent, hein, où le fond en fait va être très très clair par rapport à l'image, et donc ça peut gêner la détection du disque. Et bien dans ces cas-là, vous avez la possibilité de corriger ça directement en passant par une définition manuelle de l'ellipse, tout simplement. Donc là, hop, je l'ai fait en manuel. Et puis, je vais ici repasser en automatique. Et donc, si je fais mode rapide, maintenant, mon image ne me demande plus d'aider à trouver cette fameuse ellipse autour du disque solaire, tout simplement. Ok, donc dernière amélioration dans cette version concernant les paramètres possibles, c'est les scripts automatiques. Donc, je vous en ai parlé rapidement ici. Donc vous avez la possibilité ici de cocher cette case. Donc là, quand on coche cette case-là, il se passe quelque chose d'intéressant, qui est que vous pouvez associer des scripts à des longueurs d'onde particulières. Donc par exemple, si vous avez fait un script qui ne doit s'exécuter que sur du H-alpha, ou un script qui doit s'exécuter que sur du calcium, et bien avant, ce que vous deviez faire, c'était aller charger à chaque fois les scripts correspondant à votre session, et puis le lancer. Donc là, en fait, vous avez une alternative qui est d'aller ici dans les paramètres de traitement sur les longueurs d'onde, donc par exemple H-alpha. Vous pouvez aller ajouter des scripts, et donc je pourrais sélectionner par exemple un script. Je peux prendre celui-ci, bon ça sert à rien, mais voilà, si je faisais ça, alors je repasse ici, je sélectionne bien autodétection pour que ici ça sélectionne autodétection, mais ça veut dire que là je suis en autodétection, mais si jamais il me trouve du H-alpha, il va m'exécuter ce script automatiquement. Donc là, plutôt qu'utiliser ce script là qui est un petit peu long, je vais en écrire un rapidement, donc je vais supprimer ce script. Hop. Et puis on va aller en créer un, donc là, je peux prendre le test. Hop, tiens, un petit problème. Vérifier ça. Celui-ci n'a pas voulu partir. Bon, ça me fera un bug à corriger. Hop, et donc je fais sélection seulement. Et maintenant, comme il a détecté ici du H-alpha, il va m'exécuter le script de test en plus, tout simplement. Voilà, il est en train de travailler. Hop, voilà, donc là j'avais un petit script qui s'est exécuté en plus et donc qui m'a généré un certain nombre d'images en plus. Donc tout ça, voilà, c'est de manière automatique. Voilà, donc là il est terminé. Alors c'est parce que j'ai une section batch, et que donc dans la section batch, ça me génère des images supplémentaires, mais batch avec un seul script, ça va donner ça, tout simplement. Donc là, toutes ces images-là ont été générées de manière automatique parce que j'avais ce script de charger. Mais si je vais et que je charge par exemple une image en calcium, on va prendre celle-là. Hop, je passe en autodétection, donc je me mets bien en autodétection. Hop, donc c'est le calcium qui est détecté. Et comme c'est du calcium qui est détecté, ce script n'est pas exécuté, puisque de toute façon, il n'est pas associé au niveau du calcium dans la liste. Là, j'en ai pas, tout simplement. Par contre, ici, je l'ai bien.
Donc là je vais le supprimer parce que j'en veux pas de ces scripts, mais vous avez la possibilité de faire ça. Hop, donc je relance, et j'ai mon image calcium. Maintenant je relance, et je vais avoir mon image H-alpha. Donc le bouton bleu s'affiche parce que j'ai coché cette petite case ici qui est appliquer les scripts automatiques. Si je décoche, pouf, il me reste plus que ces deux options, mode rapide, mode complet, tout simplement. On va passer en mode complet et on va revoir un petit peu toutes les images qu'il est capable de générer JSONX. Hop, voilà. Donc il va y avoir un certain nombre de choses qui va s'afficher sur le côté. Donc la colorisée, la mix, Doppler, région active, etc., etc. Bien. Donc maintenant, on va supposer, donc ça c'est vraiment voilà, les nouveautés en termes, on va dire, d'interface et d'ergonomie. Et donc maintenant, une nouveauté qui est vraiment intéressante, c'est que vous pouvez contribuer à la base de données base 2000 directement via JSONX. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté, donc je suis assez content parce que finalement après un petit peu plus de 2 ans de développement de JSONX, ça y est, ça va être pouvoir l'utiliser pour faire de la vraie science. Et donc ça a été validé par les équipes de l'Observatoire de Meudon qui gère donc la base de données base 2000. Et dans la base de données base 2000, il y a un projet qui s'appelle Solap qui permet de faire collaboration pro amateur. Et bien avant, en fait, si vous vouliez faire ça, il fallait utiliser Inti. Maintenant, vous pouvez le faire avec JSONX directement. Et donc, je vais vous montrer ça en action. Donc là, comme c'est une image en H-alpha, et bien il l'a détecté comme étant une des longueurs d'onde que supporte base 2000. Donc vous avez le bouton base 2000 ici qui s'est activé. Donc je peux cliquer dessus. Et là, vous allez avoir un assistant qui va vous expliquer tout ce que vous devez faire pour pouvoir soumettre sur base 2000. Donc, plein d'explications, hein. On vous explique que c'est une base de données professionnelle, donc que c'est un effort collaboratif pro-amateur, et donc il va y avoir un certain nombre de contraintes importantes. Donc, si vous le faites, eh bien, il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites et que vous fassiez pas perdre du temps, par exemple, aux équipes qui vont vérifier vos images. Donc, première chose à faire, vous devez avoir rempli le petit formulaire que vous trouvez ici. Donc, quand on clique sur le lien, vous avez un petit formulaire à remplir. On vous demande un certain nombre d'informations, mais voilà, qui sont ici. Et donc, vous devez envoyer un mail, copie, etc., etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous serez prêt pour soumettre sur base 2000, à condition d'utiliser un des instruments autorisés. Et donc dans les instruments autorisés, vous avez le Solex, donc version historique, ou alors la version faite par James. Et puis grosse nouveauté, c'est que maintenant le MLastro SAG 700 est approuvé pour rentrer sur cette base de données base 2000. Donc le logiciel, c'est important quand vous êtes dans les paramètres d'observation, d'avoir sélectionné soit Solex, soit MLastro, puisque si c'est pas un de ces deux instruments-là, tout simplement, vous n'avez pas le droit de soumettre sur cette base de données. Après, c'est toujours pareil, voilà, des disques entiers, je vous inviterai à lire précisément. Et puis derrière, on va faire suivant. Et là, on va avoir un assistant qui vous permet de vérifier que votre orientation est correcte. Alors là, je tombe vraiment, c'est pas de bol, puisque l'image de référence qu'on a est très très moche. Je suppose qu'il y avait des nuages qui passaient à ce moment-là, mais on va quand même le faire. Un petit challenge, donc ça vous permet de vérifier l'orientation. Donc si l'orientation n'était pas correcte, vous feriez par exemple un retournement horizontal vertical, ici, ici, et donc le but c'est d'avoir une orientation correcte. Mais il vous faut une orientation qui est correcte au degré près. Donc pour pouvoir faire ça, on va aller cliquer sur le blink qui est ici, et donc là on voit que ça vous fait une image qui est légèrement décalée. Il y a un petit décalage ici, on voit bien. Donc ça veut dire que moi j'étais pas pour cette image parfaitement orienté, donc ma monture était pas parfaitement orientée vers le nord, et donc il va falloir corriger ça. Et donc là je vais passer en mode plein écran, et puis on va jouer sur ce Fine Tilt Adjust là, qui va me permettre de bouger un petit peu. Bah tiens, je suis pas très loin, voilà, je suis pas mal.
Là, je suis pas mal. On voit, je suis bien décalé. Là, les protus sont pas trop mal. Il y a peut-être un tout petit décalage, mais en gros, on a un degré de tolérance à peine. Un petit peu trop. Voilà. Donc là, je pense que je suis bien. Là, c'est pas mal. Surtout qu'il peut y avoir un petit décalage temporel. Là, l'image est vraiment de mauvaise qualité, donc voilà, on va dire que c'est bon. Donc je valide ça. Et donc là, mon orientation est correcte. Et donc là, vous savez que vous avez quelque chose où potentiellement ça va plaire à la base de données. Si votre orientation n'est pas correcte, vous recevrez de toute façon un message qui vous dirait que l'image est refusée tout simplement. Donc ensuite on passe sur l'onglet suivant, et là donc il a détecté automatiquement c'était du H-alpha, il remplit tous les paramètres d'observation que vous devez vérifier, hein. C'est important. Donc là il y a des choses obligatoires, donc par exemple sur la monture, il faut absolument que ça soit marque suivie de modèle. Donc si je fais juste par exemple ici AZ2Q6, ça marche pas, donc ça me le met en rouge, hein. Il faut bien que j'ai le Skywatcher AZ2Q6, etc., etc. Le diaphragme, le RF qui est utilisé. On vérifie bien hein, sa taille de pixels, les paramètres du spectro, et une fois que tout est bon, on clique sur suivant. Et là, il va générer l'image dans le continuum, décalé correctement par rapport à ce qu'attend la base de données, donc en fonction de vos paramètres. Et là, il vous montre les noms de fichiers qui sont générés pour cette base de données base 2000. Donc dans le fichier PDF que je vous ai montré tout à l'heure, il y a cette convention qui est décrite, et donc normalement vous n'avez pas à les changer. Si vous avez à changer ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, ou que vous savez précisément ce que vous faites. Donc normalement vous n'y touchez pas, et ensuite vous avez ici la possibilité de cliquer pour voir les fichiers et puis vous allez les envoyer manuellement sur le FTP, ou vous pouvez cliquer sur ce bouton et là ça va envoyer le fichier sur la base de données base 2000. Donc soit vous envoyez les deux, donc l'image au centre d'arrêt et l'image sur l'aile d'arrêt, et donc là il affiche les deux parce que si par exemple vous voyez qu'il y a des nuages sur cette image, ça vaut même pas le coup de l'envoyer, vous savez que de toute façon elle sera rejetée. Donc là, celle-là, je ne l'ai pas encore soumise sur base 2000, donc ce que je vais faire, c'est hop, cliquer sur le bouton. Et voilà, donc là, il l'a envoyé et c'est arrivé directement dans la base de données. Donc moi, d'ici demain, hein, je pense que je recevrai un message pour me dire si l'image a été refusée. Et puis normalement, bah, si c'est bon, elle devrait être passée dans base 2000 et soumise. Et donc vous la verrez apparaître. Donc ici, sur cette page. Donc là, si je vais par exemple sur une image du 28, on voit, voilà, par exemple celle-ci, c'est des images qui ont été soumises directement depuis JSONex dans la base de données base 2000. Donc là, hop, on peut cliquer et puis ça va vous donner ça. Donc vous voyez que l'image qu'on envoie, hein, ça n'est pas une image qui est corrigée au niveau du contraste, c'est vraiment des images qui sont brutes mais qui peuvent servir pour la science tout simplement. Donc la possibilité de participer à la recherche scientifique directement à partir de JSONex. Voilà, écoutez, c'était les principales nouveautés de cette version. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des commentaires s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, s'il y a des choses qui vous plaisent. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui est ici. Et puis vous pouvez faire un petit don à l'association Staros. Moi personnellement j'accepte pas de don, donc c'est pas, voilà, si vous souhaitez faire un don, ça ira pas dans ma poche, ça ira dans la poche de l'association que je soutiens, tout simplement par ça. Donc moi c'est ma façon de contribuer à l'asso. Écoutez, bah, merci à tous, et puis à bientôt.